Bien, si vous le voulez, nous allons commencer la séance de cet après-midi parce que nous n'avons pas perdu de temps ce matin et par conséquent nous sommes dans des temps tout à fait agréables et qu'il y a toutes sortes de raisons pour qu'on continue cet après-midi. Alors cet après-midi, nous allons parler d'un autre groupe, je pèse bien un mot en parlant d'un autre groupe, de spirokétose, de maladie due à des spirokétoses. Effectivement, cet autre groupe concerne ce que l'on appelle la maladie de Lyme, et j'ai tendance à penser qu'on ne devrait pas parler de la maladie de Lyme, mais des borrélioses de Lyme, de manière tout à fait symétrique à ce qu'on dit avec les leptospiroses. Et nous aurons cet après-midi des informations récentes et tout à fait détaillées sur toutes ces espèces qui existent maintenant à la base de cette pathologie. Un autre point commun avec les leptospiroses, c'est le côté très utilitaire de ces agents pathogènes. Ils atteignent toute une série d'organismes, de mammifères en particulier, et en particulier des animaux d'importance vétérinaire. C'est donc, comme ce matin, un point d'impact tout à fait essentiel pour One World. On se retrouve à nouveau tout à fait à l'aise entre médecins et vétérinaires. Par contre, il va y avoir un point sur lequel il va y avoir une divergence. C'est ce qui était la deuxième ligne du titre de notre réunion, c'est-à-dire la méconnaissance d'un côté, la médiatisation de l'autre. La maladie de Lyme, les borrélioses de Lyme, ont fait l'objet d'une médiatisation à outrance, ont fait l'objet d'agressions tout à fait inacceptables de la part de certains groupes, et je pense que nous aurons cet après-midi beaucoup d'informations qui nous permettront de comprendre comment on en est arrivé là, et aussi ce qu'est le degré de gravité de ces accusations. Je vais tout de suite donner la parole au premier conférencier, qui est le professeur Benoît Joliac. Le professeur Benoît Joliac est à Strasbourg, au niveau de l'Université de Strasbourg, à la faculté de médecine, et il est aussi le directeur du Centre national de référence des Borrelia, et c'est dans ce titre qu'il va nous apporter beaucoup d'informations. Il interviendra en deux fois, une première fois maintenant et une seconde fois après que le professeur François Bricaire nous ait parlé de clinique. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'école vétérinaire et dans cette splendide salle où j'étais déjà venu une fois. J'ai vraiment très agréable, en très bonne condition pour présenter des choses. Donc, comme cela vient d'être dit, j'ai découpé ma présentation en deux parties de façon à faire les bases, je dirais, d'épidémiologie pathogène. Puis le professeur Bricaire fera l'aspect clinique et ensuite je parlerai des aspects de diagnostic biologique. Donc, il y a un potentiel d'intérêt, comme on fait dans chaque présentation. La borréliose de Lyme, juste ces diapositives pour placer les choses. Tout d'abord, il faut qu'il y ait borréliose de Lyme humaine, s'entend en tout cas, il faut qu'il y ait piqûres de tiques qui soient infectées. Cette piqûre de tique, si elle ne reste pas assez longtemps, il ne va pas y avoir de transmission. Et s'il y a transmission, il va y avoir deux cas de figure. Une infection qui peut avorter ou bien des manifestations cliniques. Au total, en Europe, on estime que c'est dans à peu près 1 à 4% des cas de piqûre de tique qu'il y a l'une ou l'autre manifestation de borréliose de Lyme, avec, comme ça sera dit tout à l'heure, une phase précoce localisée qui peut déboucher dans un certain nombre de cas sur une phase précoce disséminée qui peut évoluer en l'absence de traitement vers une phase tardive. Où est présente la borréliose de Lyme? Eh bien, s'agissant d'une zoonose, il faut pour cette zoonose, il faut qu'il y ait le vecteur. Le vecteur est constitué de différentes espèces d'Ixodes. Dans le cas de la maladie humaine, il faut que l'espèce d'Ixodes soit, entre guillemets, intéressée à piquer l'homme. Et si je pars de la côte ouest des États-Unis vers le Japon, 4 espèces d'Ixodes sont à ce jour connues pour cela. Ixodes pacificus, scapularis, anciennement lamini, puis Ixodes ricinus qui nous intéresse le plus en Europe occidentale, et Ixodes persulatus, avec un chevauchement au niveau de l'oral à peu près par les deux espèces, Ixodes ricinus et Ixodes persulatus.
Un petit mot pour replacer la taxonomie d'éthique, parce que c'est parfois une question qui nous est bien posée, et entre arthropodes, arachnides, insectes, acariens. Donc, je sais que vous le savez, je me permets de le remplacer. Donc, on est dans tous les cas de figure dans les arthropodes. L'éthique, qu'elle soit dure ou molle, j'en dis un mot après, sont dans la même famille, Ixodidea. Et ce qui complexifie un petit peu peut-être, c'est que dans les Ixodidea, il va y avoir des Argacidés et puis des Ixodidés. Celles qui nous intéressent, ce sont les Ixodes en Europe, Ricinus, qui sont des tiques dures et qui vont transmettre les Borrelia, agents de la borréliose de l'âne. Et puis il y a aussi d'autres Borrelia qui nous intéressent surtout comme maladie d'importation ou de voyage. Ce sont les tiques molles du genre Ornithopore. Alors ce vecteur en Europe, Ixodes ricinus, comme vous le savez, 3 stades. De la gauche vers la droite, tout d'abord les 2 stades adultes, la femelle qui a un dysmorphisme, la femelle plus grande que le mâle, puis la nymphe qui est responsable de la grande majorité de transmission des cas chez l'homme, et la petite larve que vous voyez ici, avec cette image pour apprécier l'importance du gorgement sanguin qui va durer chez les nymphes entre 5 et 7 jours, puisque là, ici, une nymphe à jeun, et ici, une nymphe congelée, sur des images qui ont été réalisées par Nathalie Boulanger au laboratoire. Le cycle d'éthique, pour en dire juste quelques mots, insister sur la robustesse de ce cycle, puisque les 2 premiers stades après l'éclosion de l'œuf, que sont les larves ou que sont les nymphes, eh bien, peuvent piquer un grand nombre d'hôtes, ce qui fait que le maintien du cycle, en quelque sorte, est assuré devant cette grande diversité d'hôtes. C'est un schéma que j'ai emprunté à Jeremy Gray, un biologiste au Royaume-Uni, et qui, je l'aime bien parce que la taille des animaux n'est pas proportionnelle à leur taille réelle, mais à l'importance que cela représente pour l'éthique. On voit donc que les micro-mammifères sont très importants pour les larves, et qu'ensuite, au stade nymphal, ça va être les grands mammifères, et donc l'homme qui fait partie des grands mammifères, et c'est donc à ce stade-là que les nymphes vont fréquemment nous piquer. Alors, Ixodes ricinus, on étudie ça au CNR depuis quelques années, notamment depuis que le CNR a été rassemblé à Strasbourg, mais les études vectorielles étaient faites déjà avant, quand le CNR était l'Institut Pasteur. Depuis 2012, donc, on suit un certain nombre de sites tous les mois au niveau du CNR, et sur les 4 dernières années, 2017, enfin en cours d'analyse, on a montré qu'il y avait, c'est pas original, mais on a confirmé qu'il y avait des variations selon les années, avec une tendance systématique à la hausse ou systématique à la baisse. Vous voyez que l'année la plus importante, la plus dense, c'était 2013, ensuite suivie par 2016, et les autres années sont un petit peu entre les deux. Et puis bien sûr des variations mensuelles avec un pic dans la première moitié de l'année. Alors, parmi les questions qui nous sont souvent posées, c'est y a-t-il d'autres vecteurs de Borrelia? Eh bien, quelles sont les données scientifiques dont on dispose? Aux États-Unis, il y a Amblyomma americanum. À ce jour, il n'a pas été possible de l'infecter de façon stable par Borrelia. Le taux de réussite est extrêmement faible. Plus proche de nous, les Dermacentor, Variabilis ou Reticulatus, la transmission transstadiale de Borrelia a été montrée. Par contre, il n'a pas été possible à ce jour de mettre en évidence, à ma connaissance, de transmission aux mammifères lors de la piqûre. Qu'en est-il des moustiques? Eh bien, chez les moustiques, on va trouver de l'ADN de Borrelia, parfois une survie très éphémère de Borrelia, mais à côté de ça, il n'y a pas eu une transmission qui a été démontrée, soit chez l'homme, soit sur modèle animal de moustiques qui étaient infectés. Parmi les autres modes de transmission qui sont parfois qui font l'objet de questions, on se pose la question de la transfusion sanguine. En effet, on sait que Borrelia va circuler dans le sang, chez l'homme de façon brève, avec une charge bactérienne qui est très faible, entre moins de 0,1 Borrelia par millilitre de sang à 10 Borrelia maximum par millilitre de sang, j'insiste bien chez l'homme. Et d'autre part, il a été montré sur poche de sang
infectés, enfin inoculés expérimentalement, que les Borrelia pouvaient survivre à 4 degrés pendant 6 semaines. Donc il était logique de se poser la question du risque que cela représentait pour l'homme. Il y a eu 2 études faites dans des zones de haute endémie, en Connecticut, dans le comté de Würzburg en Allemagne, et sur toutes les poches transfusées, aucune contamination n'a été rapportée. À côté de ça, se met de plus en plus souvent en place maintenant un traitement chimique par psoralène et ultraviolet des poches de sang. Ce n'est pas encore systématique sur le territoire français, mais il a été montré que ça entraînait une réduction colossale de la charge bactérienne et que si on inoculait avec jusqu'à 10 logs de Borrelia, on entraînait une disparition, ce qui serait totalement efficace. Le mois de contamination, c'est des données anciennes que l'on a au niveau du CNR, pour dire qu'on peut se contaminer toute l'année en fonction de l'activité d'éthique, mais que c'est principalement du mois de mars au mois de novembre, et puis ensuite, bien entendu, en fonction des variations climatiques, on peut avoir des variations de la fréquence du nombre de cas rapportés selon les mois d'année. L'âge de la borréliose est bien sûr variable selon les habitudes de contact avec la nature, mais néanmoins dans toutes les études se dégagent les données qu'on avait observées il y a quelques années en Alsace, c'est-à-dire un premier pic jusqu'à l'âge de 15 ans, puis ensuite une décroissance et une réaugmentation du pourcentage du nombre de cas à partir de l'âge de 30 ans à peu près, jusqu'à un maximum de 60-65 ans selon les études, et puis ensuite une décroissance lente du pourcentage du nombre de cas, mais néanmoins à partir du moment où on va en forêt à tout âge, on peut se contaminer. Quelles sont les données disponibles dans la littérature au point de vue épidémiologie européenne? Alors c'est des données qu'a bien voulu me confier un collègue hollandais qui ne sont pas encore publiées. En rassemblant toutes ces données à la demande de l'ECDC, qu'est-ce qui a pu être montré? Eh bien, on constate qu'entre la France et l'Allemagne, et là ce sont les données humaines à nouveau, entre la France et l'Allemagne, on est sur des situations assez similaires en termes d'incidence de la maladie sur les données qui peuvent être analysées, et qu'on est aux alentours de 40 à 50 cas pour 100 000 habitants. C'était des données qui ont été colligées en 2015. Ensuite, qu'en est-il chez l'éthique? Le même travail fait par la même équipe. Je me suis intéressé à 3 pays, l'Allemagne, la France et je vais y arriver, la Suisse, merci. Vous voyez que c'est en Suisse le taux de tiques porteuses de Borrelia est un peu plus élevé que dans les autres pays, et qu'en France et en Allemagne, on est sur des taux assez similaires. Alors, qu'est-ce que cela donne en termes d'incidence récente au niveau français? Ça, ce sont les données du réseau Sentinelle, qui est un réseau qui utilise la même méthodologie depuis 2004. Elle a été revue légèrement en 2009, et depuis le réseau Sentinelle, c'est qu'elle soit stable, justement, pour voir les évolutions. On constate que donc à partir de 2009 jusqu'en 2012, il y a eu une incidence tout à fait équivalente. Puis qu'il y a eu quelques variations jusqu'en 2015, et pour la première fois, en 2016, il y a une augmentation du nombre de cas, donc il sera intéressant de comparer aux données 2017 quand elles auront été analysées, de façon à voir est-ce qu'on continue vers une montée, est-ce qu'on se stabilise, est-ce qu'on redescend à l'image de ce qui avait été observé en 2013. Toujours est-il que sur la base de ces données 2016, on est sur une incidence de 84 cas pour 100 000 habitants, à l'intervalle de confiance près qui, vous voyez, est assez large, ce qui fait une estimation du nombre de cas de 54 55 000 cas par an en France. Ce qui est au-delà du nombre absolu du nombre de cas, ce qui est important de noter, c'est que ce soit en 2009 à 2012 ou toutes les années après 2012, pour lesquelles il y a les données, on est sur cette hétérogénéité de répartition du nombre de cas de borréliose, avec grossièrement les régions les plus touchées étant le Limousin et le nord-est de la France. C'est une situation qui est observée aussi dans d'autres pays européens. C'est des données du centre de référence allemand, ANMI, et vous voyez que, un peu à l'image de ce que l'on a en France, on a des lenders qui sont à une incidence de 15 cas pour 100 000 habitants et des lenders qui sont à 65 cas pour 100 000 habitants. Le lender de Munich, où est basé le CNR, est en rouge, ici, pour mieux le mettre en évidence.
Alors on en arrive à la deuxième partie de ce topo, les espèces de Borrelia. Donc les Borrelia appartiennent à la famille des Borreliaceae et se pose actuellement une question taxonomique, c'est de savoir est-ce qu'on sépare, est-ce qu'on change le nom des Borrelia en fonction des deux groupes de Borrelia qui existent, c'est-à-dire que historiquement il existe le genre Borrelia suite à la description de la première espèce qui était Borrelia antserina, et donc le nom restant pour ces Borrelia qui sont agents de fièvre récurrente, donnant donc une symptomatologie différente étant transmis par des types différents ornithodores, et qu'on change légèrement le nom des espèces impliquées dans la borréliose de Lyme en les appelant des Borrelia. Alors vous voyez que ce genre est très important, il y a beaucoup de travaux, donc il y a de nouvelles espèces qui sont régulièrement décrites. On a eu une tout récemment qui s'appelle Borrelia lanei, qui a été nommée, je dirais, qui existait déjà mais qui a été nommée. Vous avez en rouge sur la gauche et en gras les espèces qui sont connues comme étant pathogènes en Europe, Borrelia mayoni étant disponible, n'existant qu'aux États-Unis. Au milieu des espèces qui sont de positionnement pathogénique incertain, avec Borrelia malesiana qui devrait passer dans la colonne de droite parce qu'il a été reconnu qu'en fait les données qui avaient été publiées il y a longtemps n'étaient pas confirmées maintenant, et puis de nombreuses espèces pour lesquelles, qui existent depuis une quinzaine d'années, pour lesquelles aucun cas humain n'a été décrit à ce jour. Une espèce est en gras à droite, c'est Borrelia miyamotoi, qui n'est pas transmise par ornithodore, mais transmise par Ixodes ricinus, et qui peut donc être rencontrée, bien qu'il s'agisse d'une espèce de fièvre récurrente, en Europe occidentale. Ça, c'est le cadre pour répartir les espèces responsables de fièvre récurrente. Vous voyez qu'en France, on n'a pas de cas, il s'agit de cas d'importation, à l'image des cas de récurrentisme lors des migrations qui ont eu lieu il y a quelques années, qui ont été rapportées ici. Donc, parmi ces espèces de Borrelia qui sont pathogènes pour l'homme, à part l'espèce mayoni qui vient récemment de décrire, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est Borrelia burgdorferi-sensus stricto, qui est quasiment la seule espèce pathogène. Il y a quelques doutes sur d'autres espèces, mais on va vraiment donner. Et puis, 7 autres espèces qui sont présentes en Europe occidentale et à partir de l'Asie jusqu'au Japon, 2 espèces, Borrelia garini et Borrelia zeli. Quelle est la situation chez l'homme? Eh bien, depuis que le CNR est à Strasbourg, nous avons analysé des prélèvements de différentes origines géographiques en France. Vous voyez ici, soit des migrants, qui est la lésion-délocation, donc ça permet d'avoir une bonne diversité de souches, soit de prélèvements articulaires. Et vous voyez que 3 espèces seulement ont été mises en évidence, Alzheimer, burgdorferi-sensus stricto et Gary. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais leur fréquence doit être assez réduite, puisque on peut dire qu'en gros, elle doit être inférieure à 1%. Et parmi ces espèces, c'est Borrelia zeli, quelles que soient les régions de France, y compris la Corse, qui est l'espèce la plus fréquemment mise en évidence. Un petit mot sur les infections avec Borrelia miyamotoi, parce qu'on a souvent des questions dessus. Donc, transmise par Ixodes ricinus, responsable non plus d'érythème migrant, ou pas seulement d'érythème migrant, mais principalement du syndrome fébrile après piqûre de tique. Donc, comme on a un protocole d'étude de ces syndromes fébriles après piqûre de tique, on a repris ça quand cette espèce a été décrite, en testant plus de 550 sangs. On les a testés pour la recherche de Borrelia de Lyme et de Borrelia fièvre récurrent par différentes techniques PCR. On a mis en évidence chez les nymphes une moyenne sur les sites testés d'à peu près 10% de nymphes positives et un seul patient était bactériémique pour Borrelia sur les 560 analysés, ce qui colle tout à fait avec la littérature, on en parlera pour le diagnostic. Pour Borrelia fièvre récurrente dont miyamotoi, la fréquence de portage est plus faible, elle va varier selon les sites de prélèvement de moins de 1% à 3% de nymphes. Par contre, à l'image de ce qui est rapporté dans les différents pays d'Europe, nous n'avons pas observé pour l'instant de cas humains à Borrelia miyamotoi. La moyenne des quelques études existantes à ce jour en Europe, c'est 0,1% de cas de patients fébriles après piqûre de tique qui seraient dus à Borrelia miyamotoi.
Je finis avec Aurélia Maioni pour vous dire que cette espèce décrite chez Ixodes scapularis n'est pour l'instant décrite aux États-Unis que en Minnesota et Wisconsin. Pas de cas à ce jour mis en avant en Europe. Une des possibilités serait que la compétence vectorielle pour transmettre ces pathogènes n'existerait que pour Ixodes scapularis. En tout cas, à ce jour, elle n'a été démontrée que pour cette espèce. Voilà, j'en ai fini par la première partie.